Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La directrice générale de l'UNESCO est en visite en Côte d'Ivoire. Madame Irina Bokova, en fin de mandat à la tête de l'organisation, a été reçue par le président Alassane Ouattara. L'UNESCO et la Côte d'Ivoire entretiennent de bonnes relations. Irina Bokova a été élevée à la dignité de grand officier. Et ce samedi 7 octobre, la Côte d'Ivoire célèbre la journée de l'alphabétisation, une célébration nationale autour du thème « L'alphabétisation pour tous, un atout pour un développement durable de la Côte d'Ivoire ». L'accent est donc mis sur la sensibilisation des communautés. Et nous parlerons de promotion de l'emploi des personnes vulnérables, précisément des actions entreprises pour l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables. Que sont devenus les bénéficiaires du fonds octroyé par le gouvernement et surtout comment s'organisent-ils? Enfin, au Libéria, dans la ferveur des derniers jours de la campagne pour la présidentielle, les militants de certains candidats investissent les rues de Monrovia, la capitale. Ils multiplient parades et caravanes pour séduire les électeurs. Nous retrouverons dans ce journal notre reporter sur place. Elle est la première femme à diriger l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Madame Irina Bokova est notre invitée de la page culture de ce samedi. La directrice générale de l'UNESCO, élue en 2009 à ce poste, achève son second mandat cette année. Mais que faut-il retenir de ses actions à la tête de l'UNESCO? Qu'est-ce qui a été fait, notamment dans les domaines de la culture, de l'alphabétisation? Notre invité nous en dira davantage. Ce sera dans quelques instants seulement. Tout d'abord, rendons-nous au palais présidentiel où la directrice générale de l'UNESCO, justement en visite en Côte d'Ivoire, a été reçue par le président de la République, Madame Irina Bokova, en fin de mandat, a salué les relations entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, la culture et la science. Et à l'issue de l'entretien, elle a été élevée à la dignité de grand ordre de l'ordre national. On retrouve notre reporter Viviane Aimé. Directrice générale de l'UNESCO depuis le 15 novembre 2009, Irina Bokova a assuré 2 mandats de 4 ans à la tête de l'organe des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Au terme de son riche parcours, car en fin de mandat, Irina Bokova arrivait spécialement à Abidjan pour une dernière visite après 2 précédentes visites, devait recevoir ce samedi 7 octobre la reconnaissance de la nation ivoirienne pour le soutien apporté à maintes reprises par l'UNESCO à la Côte d'Ivoire, à travers la réalisation de plusieurs projets à caractère éducatif et culturel, comme l'inscription de la ville historique de Grand-Bassam comme patrimoine mondial de l'UNESCO, ou encore le soutien à la réalisation de l'école obligatoire, instaurée par le gouvernement ivoirien, pour ne citer que quelques-uns des projets réalisés. La directrice générale de l'UNESCO a été reçue au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Entretien en tête-à-tête suivi d'un déjeuner offert par le couple présidentiel ivoirien et marqué par une décoration décernée au nom de la nation ivoirienne par le président de la République et le gouvernement ivoirien à la directrice générale de l'UNESCO, qui a été élevée à la dignité de grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Décoration suivie d'un échange d'allocutions, la directrice générale de l'UNESCO, en rappelant dans une longue énumération les projets menés ensemble par son organisation et le gouvernement ivoirien, a souhaité une longue vie à la coopération exemplaire instaurée entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire. Cette distinction que vous m'avez confiée, Monsieur le Président, je l'accepte avec humilité, avec fierté et avec une marque aussi de confiance à l'UNESCO. Je suis sûre que cette coopération, qui est déjà bien ancrée dans nos programmes à l'UNESCO et aussi dans le gouvernement ivoirien, va continuer davantage. Je vais le soutenir avec toute la conviction que nous partageons les mêmes valeurs. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce sont des valeurs. Les valeurs de la paix, les valeurs du développement durable, les valeurs de la dignité humaine. Pour tout cela, je vous remercie.
Et permettez-moi aussi de lever le verre pour cette amitié, pour cette confiance, pour l'UNESCO et notre coopération et pour le futur prospère et en paix de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, a exprimé de vive voix la reconnaissance de la nation ivoirienne pour les nombreux soutiens apportés par l'UNESCO à la Côte d'Ivoire. Madame la directrice générale, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous recevoir à Abidjan à l'occasion de la visite officielle que vous effectuez dans notre pays au moment où s'achève votre mission à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Je voudrais, au nom du gouvernement, de Madame la Première Dame du peuple ivoirien, vous souhaiter la bienvenue en terre ivoirienne, Akwaba, comme nous le disons, Akwaba, Irina. Nous vous recevons dans un pays qui est aussi le vôtre, tant vous vous êtes investi au redressement de la Côte d'Ivoire au lendemain de la crise. Votre première visite ici témoigne de la confiance que vous nous accordiez et aussi de l'amitié, car 2011 n'était pas une année facile. Merci pour cette attention. Et vous avez également organisé la tenue de plusieurs rendez-vous majeurs de l'UNESCO à Abidjan pendant ces moments difficiles. Et également, vous avez mobilisé de nombreux appuis pour soutenir nos politiques et je voudrais donner quelques exemples. En matière d'éducation et de sciences, vous nous avez apporté le soutien donc à la politique de scolarisation obligatoire proposée par Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Camara, et ceci a largement bénéficié aux filles, car c'est une priorité pour nous. Vous nous avez apporté un appui au projet de création de l'école panafricaine de la paix qu'abritera la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, et ceci est une réalisation importante pour le peuple ivoirien, vu notre attachement au président Félix Houphouët-Boigny, notre premier président. En matière de préservation et de valorisation du patrimoine culturel, vous avez inscrit la ville historique de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial, un label qui honore bien évidemment la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Et vous avez également apporté un important appui à la stabilité et à la cohésion sociale par l'entremise du programme global spécial post-conflit en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous continuons de souhaiter que ceci soit renforcé pour accompagner la mise en œuvre des priorités que nous avons inscrites dans le plan national de développement 2016-2020. Madame la directrice générale, toutes ces réalisations témoignent de votre attachement à la Côte d'Ivoire et de votre engagement en faveur de son développement économique, culturel et social. Au moment où s'achève votre mandat à la tête de l'UNESCO, je voudrais vous rendre un hommage appuyé et vous exprimer encore une fois mes chaleureuses félicitations pour le succès enregistré dans l'accomplissement de votre haute mission et d'avoir fait de la Côte d'Ivoire l'une de vos priorités. Les différentes réunions à l'occasion du prix Félix Houphouët-Boigny en ont été un témoignage éloquent. Et merci pour nous avoir soutenus pour le prix Félix Houphouët-Boigny auprès de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, je vous invite à lever vos verres à la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, ainsi qu'à la fidélité de notre amitié avec Madame Irina Bokova. Merci beaucoup. À votre santé. Échange d'allocution. Voilà, on en arrive donc à notre entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Bienvenue sur notre plateau, Madame Irina Bokova.
Merci beaucoup, bonsoir. Et vous êtes accompagné par une forte délégation, on ne va pas les voir. Il y a dans la délégation Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Camara. Vous êtes seul donc sur ce plateau à répondre à notre question. Alors, votre mandat s'achève bientôt à la tête de l'UNESCO et pendant ces 2 mandats, vous aviez 2 priorités au niveau de l'UNESCO, le genre et l'Afrique. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé le choix de l'Afrique comme priorité? Vous savez, quand j'ai été élue, ces 2 priorités étaient déjà adoptées par la conférence générale, mais j'ai tout fait pour que ces priorités soient bien ancrées de nos programmes. Quand on parle de l'éducation, c'est évident que l'Afrique, c'est le continent jeune. Presque 60-65% de la population sont moins de 30 ans. On a besoin de l'éducation, on a besoin de compétences, on a besoin aussi d'emploi. Et c'est la meilleure manière, à mon avis, d'avoir la croissance économique et l'inclusion sociale, mobilité sociale et, je dirais aussi, épanouissement de cette génération. Et je crois que maintenant, avec l'agenda de développement durable des Nations Unies 2030, l'objectif numéro 4, c'est l'éducation inclusive et de qualité. Et j'insiste beaucoup de qualité. Et aussi apprentissage tout au long de la vie devient une priorité pour chaque pays. Et je le vois ici, au Côte d'Ivoire, parce que, comme vous avez bien montré, je suis très émue aujourd'hui avec cette haute décoration qui m'a été accordée par le président de la République et par la grande chancelier. Entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire. Entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire, je le prie avec beaucoup, je dirais, d'humilité et de responsabilité pour notre organisation. Mais en plus, je suis venue, j'ai tenu absolument de venir ici. C'est ma 3e visite au Côte d'Ivoire. Après 2011, j'ai vu le chemin parcouru qui est impressionnant. J'ai vu cette tendance vers la croissance économique, mais aussi maintenant le point, je dirais la priorité qui, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, mais aussi sur l'inclusion sociale, sur le partage de cette croissance. Et la meilleure manière, c'est de le faire à travers l'éducation. Je dirais que, parce que je suis venue aussi pour participer dans une grande journée de mobilisation. Justement, c'est la journée nationale, la journée aujourd'hui de l'alphabétisation. Voilà. Et c'est la 2e fois que je viens aussi pour participer dans les manifestations autour de l'alphabétisation. Je salue bien sûr Madame Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale. Les avancées sont aussi impressionnantes et c'est à cause de ça. Elle est devenue la vice-présidente de l'alphabétisation. Au niveau de l'alphabétisation, quelles sont ces avancées que vous avez notées? Je vois que l'alphabétisation devient une priorité. Je vois que l'alphabétisation touche beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. Ça donne une 2e chance à beaucoup de gens de trouver un emploi, d'être inclusifs, pour les mères, d'avoir une connaissance plus proche des questions de la santé, de leurs enfants, de leur famille. Et je crois que c'est l'inclusion sociale qu'on veut aussi aboutir. Et justement, la Côte d'Ivoire veut réduire le taux d'analphabètes. Vous avez, au niveau de l'Institut de l'UNESCO, vous avez relevé un taux assez élevé et la Côte d'Ivoire avait justement réduit ce taux d'analphabètes. Dites-nous comment l'UNESCO pourrait contribuer à atteindre cet objectif-là. Je crois tout d'abord avec la mobilisation. Ce qui était très impressionnant aujourd'hui, que ce sont les gens, les animateurs qui se sont rassemblés au Palais de la Culture, qui après vont dans chaque village, partout dans le pays, d'animer, de donner, je dirais, ce message tellement important que l'alphabétisation, c'est le fond, c'est le fondement d'une société. Mais après l'alphabétisation, et j'insiste aussi, et je salue encore une fois le président de la République, Mme Kandia Camara, la ministre et la première dame, Mme Dominique Ouattara, parce que je sais qu'elle a beaucoup insisté aussi
que l'Assemblée nationale adopte une loi en 2015. On a suivi à l'UNESCO avec beaucoup d'enthousiasme pour faire l'éducation primaire et secondaire obligatoire. C'était une grande avancée. Ça montre la tendance très forte pour la politique nationale jusqu'en 2020 et c'est aussi la responsabilité vers le peuple ivoirien. Merci beaucoup, Mme Irina Bokova. Je rappelle, l'UNESCO a pour mission également de promouvoir, en plus de l'éducation, la science et la culture. Et vous avez suivi avec beaucoup de satisfaction l'inscription de la ville historique de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous partez ce soir. Merci. Et après l'UNESCO, où ira Irina Bokova? Rapidement. Il y a beaucoup de causes dans ce monde à soutenir. La cause de la paix, la cause de l'inclusion, la cause de l'éducation. Merci beaucoup, Mme Irina Bokova. Justement, vous allez rester sur notre plateau. On va regarder ensemble cet élément. C'est la journée nationale de l'alphabétisation. Comment l'alphabétisation est promue en Côte d'Ivoire? Nous allons voir cet élément commenté par Franck Quadio. 774 millions d'adultes dans le monde ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, selon l'UNESCO. En Côte d'Ivoire, on en dénombre 9 millions, c'est-à-dire 43,8% de la population. Il faut donc repousser les frontières de l'analphabétisme. La journée internationale célébrée chaque 8 septembre. La Côte d'Ivoire a cependant choisi le 7 du mois d'octobre. La 4000 places du Palais de la Culture alors comme scène pour exprimer le désir d'entreprendre cette bataille contre l'analphabétisme. Grâce à l'alphabétisation, maintenant je sais écrire. Je peux écrire mon nom. Les parents n'ont pas honte, mettez vos enfants à l'école. Le chantier est important, d'où le thème, choisi pour 2017, l'alphabétisation pour tous, un atout pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. L'alphabétisation, de plus en plus, se pose comme le socle de l'éducation non formelle, véritable outil pour amorcer un développement durable pour tous. Face aux 774 millions d'adultes analphabètes dans le monde, selon les chiffres de l'UNESCO, dont 9 930 042 en Côte d'Ivoire, soit 43,8% de la population ivoirienne, il me semble impérieux de relever le défi de l'alphabétisation sans exclusive. Une façon de situer l'alphabétisation au rang des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2030. La Côte d'Ivoire est dans la bonne mire, selon la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, invitée spéciale. Mais il y a encore beaucoup à faire. Selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, l'enjeu est d'aller au-delà du taux actuel et la stratégie est précise. À cet égard, l'une des stratégies pour renforcer l'efficacité des initiatives en matière d'alphabétisation devrait être de mettre particulièrement l'accent sur l'alphabétisation fonctionnelle qui s'adapte aux besoins spécifiques du jeune ou de l'adulte. Il s'agit de leur donner la possibilité d'utiliser l'écriture, la lecture et les calculs pour renforcer leurs connaissances dans le domaine de leur activité et partant d'accroître leur productivité. L'autre voie à renforcer, surtout dans les zones rurales, est de soutenir davantage des programmes qui visent à alphabétiser les citoyens dans leur langue maternelle. Un vaste chantier donc. Ils sont plus de 21 000 apprenants, en plus des 360 malentendants, guidés aujourd'hui vers la connaissance non formelle par l'État ivoirien. Et je vous propose de voir maintenant comment l'alphabétisation est promue par le numérique en Côte d'Ivoire. Le reportage est réalisé pour vous par Frédéric Olaï et Astotouri. L'alphabétisation par le numérique. Jeannette, commerçante au marché de Port-Boué, en fait l'heureuse expérience. Jeannette a arrêté l'école au CM2. Mais ce projet lui a permis de repousser ses limites dans la gestion de son activité. Avant, la calculatrice, je ne savais pas calculer avec. Aujourd'hui, je peux calculer avec. Avec ça, je peux aller acheter une marchandise. Je sais combien ça coûte, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu. Or, avant, ce n'était pas le cas. Donc, avec l'alphabétisation, ça nous a donné un plus encore. Ce qu'on ne savait pas, on a appris beaucoup de choses avec ça. L'Alphatique, c'est le nom de cette application. Un nouvel outil de formation innovant dans le domaine de l'alphabétisation. Derrière cette trouvaille révolutionnaire, une jeune Ivoirienne, Raïssa Banoro, 27 ans, analyste programmeur. Cette application est bénéfique aujourd'hui dans la mesure où
elle permet de manière autonome de pouvoir apprendre à lire, écrire et compter. Nous savons aujourd'hui que toutes ces personnes-là qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école n'ont pas souvent le temps de se rendre dans des cours d'alphabétisation. Donc aujourd'hui, l'opportunité est donnée pour qu'elles puissent, étant à la maison, étant dans leur lieu de travail, de pouvoir à elles-mêmes ou eux-mêmes en fait apprendre seuls à lire et écrire. Cette application est la manifestation de son engagement dans la lutte contre l'analphabétisme. Alphatique peut se vanter d'être accessible à tous et partout, car pas besoin de connexion Internet pour y accéder. Ce sont des applications qui fonctionnent sur des smartphones ou des tablettes avec des systèmes d'exploitation Android. Donc ce sont des applications qui s'installent facilement, qui n'ont pas besoin de connexion Internet. Et il y a un assistant vocal dans l'application qui guide l'apprenant dans son apprentissage. Plus de 260 femmes dans la commune de Port-Bouët bénéficient du projet d'alphabétisation par le numérique, un projet initié par le bureau de l'UNESCO Abidjan. Le numérique dans ce projet est une approche innovante. Il allie aisance et célérité dans l'apprentissage. Nous travaillons à promouvoir les femmes, à contribuer à leur formation et au renforcement des capacités des femmes pour qu'elles puissent être davantage productives. L'UNESCO propose aujourd'hui une approche d'alphabétisation novatrice qui est basée sur le numérique. Et nous avons proposé cela à nos partenaires et le ministère de l'Éducation qui nous accompagne à travers la direction de l'Alpha a aussi soutenu cette proposition que nous avons faite qui est de partir des tablettes et des supports numériques comme le téléphone sur lesquels nous avons téléchargé des modules de formation pour l'alphabétisation des femmes. Les contenus ont été élaborés de telle sorte qu'elles peuvent auto-apprendre. Pour la Commission nationale de l'UNESCO, le projet d'alphabétisation est d'intérêt général. Il permet, en plus de l'autonomisation, de booster le développement humain. L'alphabétisation est un sujet qui intéresse au plus haut point de l'UNESCO. Parce que, comme on le dit, le développement humain permet d'éviter les conflits. Quand l'homme est autonome, quand il peut se prendre en charge, il arrive donc à éviter certaines situations conflictuelles. Et donc l'UNESCO s'engage dans ce projet pour aider les hommes et les femmes à être autonomes. 89% de réussite avec le numérique, un chiffre jugé satisfaisant selon Ido Yao, directeur régional et représentant l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Pour une première, nous pensons que c'est une grande réussite parce que le numérique dans l'apprentissage, dans l'alphabétisation, était tout à fait quelque chose de nouveau pour ces femmes. Et nous avons vu l'enthousiasme avec lequel elles ont adhéré au projet et les résultats auxquels nous sommes parvenus nous encouragent à poursuivre. Nous ambitionnons, pourquoi pas, couvrir tous les marchés de Côte d'Ivoire avec ces programmes. Cela demande énormément de moyens. C'est ce à quoi nous allons nous atteler, mobiliser les ressources et mobiliser d'autres partenaires pour pouvoir faire cette offre à toutes les femmes qui sont dans les marchés de Côte d'Ivoire avec l'appui du ministère de l'Éducation. Les défis avec Alphatique restent la couverture totale du district d'Abidjan et les localités à l'intérieur du pays. Mais d'abord, il faut mobiliser les fonds pour permettre une pénétration plus grande dans la population analphabète, estimée à 51% en Côte d'Ivoire. Dans ce 21, on s'intéresse également à votre santé. Une rencontre internationale d'experts du domaine de la santé vient de se tenir à Abidjan. Les échanges ont porté sur les AVC, accidents vasculaires cérébraux, une maladie mortelle qui touche bon nombre d'Ivoiriens. Des chercheurs ont par ailleurs présenté des travaux sur cette pathologie. David Soyo, Franck Quadio. L'accident vasculaire cérébral AVC est dangereux. Également appelé attaque cérébrale, c'est une perte soudaine de la fonction du cerveau. Il est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. En Côte d'Ivoire, cette pathologie est courante. Des chercheurs et des pharmaciens nationaux et internationaux se sont réunis à Abidjan pour échanger sur ce sujet. Tous ceux qui souffrent d'AVC ou qui ont déjà fait une crise d'AVC, pour leur dire que la solution peut se trouver dans la nature. Et la nature qui nous entoure, nous avons par exemple l'huile de palme. Et aujourd'hui, nous avons pu présenter un complément alimentaire extrait de l'huile de palme. Et cet extrait d'huile de palme
permet quand même une bonne récupération à tous ceux qui ont déjà fait une crise d'AVC et ça empêche également des rechutes. C'est aussi le lieu pour certains chercheurs de présenter leurs études sur les accidents vasculaires cérébraux. The main gist or importance of this presentation is that il y a des cas de maladies liées donc aux AVC pour lesquels on avait l'habitude de donner la vitamine E. Cette vitamine E qui était jusque-là utilisée présentait de nombreuses limites. Aujourd'hui, la particularité majeure de ma présentation ce soir, c'est une forme améliorée de la vitamine E qui permet de réduire définitivement les risques liés à l'usage de la vitamine E. Cette rencontre a réuni plus d'une trentaine de médecins, de chercheurs et de pharmaciens. Les organisateurs ambitionnent perpétuer ce type d'activité pour trouver des solutions idoines concernant les accidents vasculaires cérébraux pour la santé des populations. Et pour le bien-être des populations, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable initie l'opération Grand Ménage. Cette opération se poursuit et vient de faire escale sur le boulevard Giscard d'Estaing dans la partie sud d'Abidjan. Ce samedi, la ministre Anne-Désirée Ouloto et toute son équipe ont invité les populations à quitter les sites illégalement occupés. Explication détaillée avec Raskanto. Boulevard Valérie Giscard d'Estaing, VGE. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable investit à nouveau le terrain pour la 8e édition de l'opération Grand Ménage. L'environnement est assaini, les sites abritant les parcs auto et à bétail installés de façon illégale sont débarrassés. Tous les commerces et autres constructions anarchiques volent également en éclats. La ministre Anne-Désirée Ouloto est en première ligne pour cette opération de nettoyage qui vise le bien-être des populations. Nous avons malheureusement constaté que les sites déjà traités, de la place Aquaba au restaurant à Boussouan, ces sites ont tous pratiquement été recolonisés. Et cela est vraiment déplorable. Je voudrais donc en profiter pour en appeler à la responsabilité de tous les Ivoiriens. Il y va de l'image de notre pays. L'image de la Côte d'Ivoire doit être celle d'un pays ordonné, d'un pays propre, d'un beau pays. Nous allons continuer cette opération jusqu'à assainir le VGE de façon totale. Les camions de sable et de gravier ont été invités à revoir le mode de transport. Ces braves femmes, les balayeuses, se battent contre le sable qui envahit la chaussée. Et qui fait du mal à la chaussée, puisque le sable et l'eau contribuent à la dégradation rapide de cette chaussée qui coûte excessivement cher aux contribuables ivoiriens. J'en appelle donc à la responsabilité de tous les transporteurs de sable. Le sable doit être transporté non mouillé. Le sable mouillé concourt à l'épandage de ce sable-là partout sur la chaussée et sur tout le long du trajet. Il faut savoir que ce que vous faites en déversant tout ce sable-là, c'est ce qu'on appelle la pollution. Et si vous polluez, vous allez payer désormais. Gros camion là, si l'eau est versée comme ça là, sable là tu as versé. Si nous tu as balayé aujourd'hui là, demain là, si tu as soulevé là, c'est même chose là. Nous tu fatigues, nous balayons encore. Les transporteurs de la commune de Koumassi ne sont pas aussi en marge de l'opération Grand Ménage. Nous, au niveau du Grand Carrefour, nous faisons tout pour rendre la gare saine et la gare propre. Après le VGE, cap sera mis sur le boulevard Nangui-Abrogwa à Adjamé. L'objectif est le même, donner un visage reluisant aux espaces publics. Pour cette opération de nettoyage, le boulevard sera fermé le lundi prochain. Et on en arrive à l'un des titres de cette édition. Parlons promotion de l'emploi des personnes vulnérables, précisément des actions entreprises par le gouvernement pour l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables. Que sont devenus donc les bénéficiaires du fonds octroyé par l'État ivoirien? Comment s'organise-t-il? Éléments de réponse avec Christy Omondé et Franck Quadio. Dans son restaurant à Marcory, un quartier d'Abidjan, Linda est en activité permanente. Ce métier, exercé de façon précaire il y a peu, aujourd'hui, c'est une autre réalité. Grâce aux fonds octroyés par le gouvernement à travers la convention conclue avec une microfinance, Linda a équipé son restaurant. Ce que je peux dire à mes jeunes frères et sœurs ivoiriens qui veulent investir ou qui veulent faire une activité et qui n'ont pas les moyens
de pouvoir décoller leur activité. Je pense que c'est de ne pas perdre espoir, de pouvoir commencer, de monter leur projet, de prendre toutes les informations qu'il faut et de se diriger vers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale afin que les personnes qui sont habilitées pourront les aider à pouvoir développer leurs activités. D'autres promoteurs ont aussi bénéficié de ces prêts, leurs projets validés par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. J'ai eu l'occasion d'avoir le prêt avec le ministère qui m'a permis de renouveler le magasin. J'ai eu un prêt pour avoir un fonds de roulement, donc ce qui m'a permis de rebooster un peu mon entreprise, d'acheter des tissus et de commencer à réaliser mes ambitions. Les jeunes Ivoiriens peuvent avoir aussi la chance de pouvoir avoir un jour une entreprise qu'ils peuvent diriger et qui peut réussir. Nous sommes aujourd'hui tout émus de la visite du ministre dans nos locaux. Tout a été fait, la visite de tout le meuble. Et effectivement, nous avons tous contacté que cette maison de production audiovisuelle existe bel et bien. Pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'auto-emploi, Jean-Claude Kouassi visite les locaux des promoteurs bénéficiaires. Une visite jugée satisfaisante. Nous sommes venus voir certains promoteurs qui ont été financés. Et nous avons vu une styliste modéliste, nous avons vu également un responsable de pressing et ici un studio d'enregistrement. Nous avons donc vu 4 activités différentes au cours de cette matinée et nous sommes venus également les encourager dans ce qu'ils font. Ce sont au total 31 millions de francs CFA décaissés pour la réalisation de ces projets. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à travers la Direction générale de l'Emploi, entend promouvoir l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, puis encourager les promoteurs dans la conduite de leurs activités et dans le remboursement des prêts octroyés afin d'aider d'autres personnes vulnérables. Les militaires s'investissent pour la paix et la cohésion sociale. Leurs épouses également s'y mettent. Quelle est donc la contribution de l'épouse du soldat à la cohésion sociale? La question était au centre d'une rencontre des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. C'était à l'état-major général des armées au plateau. On en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo. Les épouses de militaires apportent leur contribution à la cohésion sociale. Une action qu'elles entendent bien mener aux côtés de leurs époux. Elles l'ont signifié au camp Gallieni en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de la haute hiérarchie militaire. L'épouse du soldat, oreiller de celui qui manie les armes, n'a de conseil qu'enseigner à son époux qu'il n'a de mission que de défendre sa patrie, dont il fait partie lui-même. Le chef d'état-major général des armées Touré Sekou les a exhortés à maintenir la cohésion sociale en consentant d'importants efforts aux côtés de leurs époux. Le soldat aujourd'hui, face aux multiples missions conditionnées par l'apparition de nouveaux types de menaces, doit pouvoir bénéficier d'une oreille attentive et de tendresse et de beaucoup d'affection. C'est dire combien la cohésion sociale prend sa source dans le foyer du militaire. La marraine de la cérémonie a tenu à saluer le dynamisme et l'union des femmes de l'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire autour de la cohésion sociale. Épouses de militaires de Côte d'Ivoire, mes chères sœurs, à travers vos agissements, vous devez parvenir à créer l'union, l'entente et la solidarité entre vos époux militaires. Vous avez donc le devoir de les encourager à cultiver la paix. Vous êtes les premières conseillères de vos époux. À travers vos conseils, vous devez être en mesure de les sensibiliser de façon continue aux enjeux du vivre ensemble. Pour joindre l'utile à l'agréable, un concours du plus beau message sur la cohésion sociale a opposé les candidates de cette région que compte l'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire. Cette fête a également été marquée par un défilé exécuté par les épouses des militaires répartis en 8 sections. Je vous invite maintenant à découvrir un festival. Vous allez le voir, les peuples Senoufo présents au Mali, au Burkina Faso, au Ghana et en Côte d'Ivoire se sont retrouvés pendant 2 jours à Korogo pour le festival de Senang en vue de trouver des solutions communes à la problématique de la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel Senoufo. Cette 3e édition a enregistré la présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Le reportage de Mamadou Kouassi. Les Senoufo,
Un peuple d'Afrique de l'Ouest, présent au Burkina Faso, au Mali, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Différents pays, mais même origine. Le rapprochement est donc nécessaire et le motif trouvé est le festival Sénang, organisé à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Une plateforme de valorisation du patrimoine sénoufo. Le festival du Sénang se veut un cadre de retrouvailles qui fédère l'ensemble des communautés sénoufo transnationales, d'une part, et une plateforme de réflexion qui leur permet de trouver des solutions communes et globales à la problématique de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel sénoufo. Contes, chants et danses traditionnelles, le festival Sénang a vu la participation de plusieurs personnalités au rang desquelles l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Il était fait fils du poreux, porteur désormais du nom Sorosana, qui signifie deuxième enfant de la famille. Dans son adresse, il a rappelé l'importance du rapprochement entre fils et filles partageant les mêmes origines. À partir de maintenant, je me sens attaché à vous, à votre peuple, à votre racine. Et là où je serai, je vais travailler pour rassurer les liens entre mon pays, ma culture et la vôtre. Pour le représentant du parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le festival Sénang est aussi une tribune de promotion du vivre ensemble et de cohésion sociale. Cette troisième édition du festival Sénang a vu la participation de 21 groupes traditionnels. Et toujours en compagnie de Mamadou Kouassi, il nous invite cette fois-ci au festival Agnentier, lancé par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. 3 jours de festivités donc pour la promotion culturelle touristique et de la région du Sud Comoé. Sachez que c'est une plateforme de communion de promotion des valeurs des 6 royaumes que compte cette seule région. Fini Sud Comoé Agnentier, le nouveau-né des festivals de promotion culturelle et touristique de la région du Sud Comoé. Une région qui regorge d'énormes potentialités économiques, culturelles, gastronomiques et touristiques. Ce festival vient renforcer ce qui existe, notamment la Bissa à Grand Bassam, le Popo Carnaval de Bonois et le Nlin Festival d'Adiaké. Agnentier Festival a réuni pour cette première édition pendant 3 jours 2000 festivaliers venus des 6 royaumes du Sud Comoé, mais aussi des régions du Béké, du Bélier, de l'Indéné, du Ablin et du Kontougo. Ce festival a mis un accent sur la gastronomie, les parures, les danses du terroir et l'exposition photo. Le Conseil régional du Sud Comoé, en initiant ce festival, voulait promouvoir le vivre ensemble et surtout renforcer la cohésion sociale tout en mettant un accent particulier sur les alliances à plaisanterie. On est venu les aider donc, à s'organiser davantage au niveau culturel et on est venu leur apporter notre appui en tant que leur chef suprême. Même en plaisantant, ils se disent des vérités et cela contribue à apaiser les tensions et à créer une certaine familiarité, une convivialité entre les différents peuples. Cette initiative du Conseil régional du Sud Comoé a été saluée par les cadres et par le ministre de la Culture et de la Francophonie, qui entend inscrire ce festival sur le calendrier culturel ivoirien. Le monde vous visite pour venir voir votre culture, votre beauté. Les festivals donc célèbrent nos beautés et créent des emplois. C'est pour cela, monsieur le ministre Akaoulé, le festival Agnentier n'est pas un festival de trop. C'est un festival attendu. Il permettra de magnifier le Sud Comoé en disant à tous ceux et à toutes celles qui viendront ici que notre région est là, qu'elle est grande, qu'elle est belle, qu'elle est authentique, qu'elle est culturellement riche et qu'elle mérite d'être découverte. La Chine a été l'invité spécial de cette première édition du Sud Comoé Agnentier. Pendant 3 jours, la culture chinoise a été au programme avec des danses et la gastronomie, aux côtés des richesses du terroir de Grand Bassam, d'Aboisseau, de Tiapoum et d'Adiaké. Ange Didier Ouan, connu sous le nom de Didier Arafat, est le grand vainqueur de la 2e édition des Awards du Coupé décalé, un trophée qu'il avait remporté déjà l'année dernière. C'était lors de la première édition. Serge Beno et Desbordeaux, 2 artistes connus du Coupé décalé, ont remporté respectivement les prix du meilleur artiste masculin et du meilleur concept. Issa Chonayeo. Le meilleur artiste de l'année est Didier Arafat. Ange Didier Ouan, dit Arafat Didier, remporte pour la 2e fois consécutive le trophée du meilleur artiste coupé décalé de l'année aux Awards du coupé décalé. Un prix acquis grâce
au vote du public. Par SMS comptant pour 30%, Internet 30% et un jury physique de 4 membres 40%. Il remporte également dans la foulée le prix RFI du coup de cœur des auditeurs de la radio mondiale. Cette victoire permet à Arafat Didier de rentrer chez lui avec un véhicule flambant neuf. Ses concurrents directs, Serge Beno et De Bordeaux Likoufa, remportent respectivement les prix du meilleur artiste masculin et meilleur concept. Cette deuxième édition des awards du coupé décalé consacre l'union entre les artistes. Serge Beno, mon frère, viens s'il te plaît, parce qu'ensemble, toi et moi, on va rouler cette voiture. Je ne suis pas en guerre avec toi. Ensemble, on peut devenir plus fort que jamais. Pour le promoteur de la manifestation, le mot de désignation des lauréats se fait en toute transparence. Il y a des artistes qui se retrouvent avec 2 SMS, avec le monde qu'il y a derrière eux, des 1 million de personnes qui sont abonnées sur les pages. Et puis on voit que par exemple dans la catégorie meilleur artiste masculin, même on parlait avec Arafat, il a dit mais normalement je dois tout gagner. J'ai dit non, il n'y a pas de normalité, il faut envoyer tes fans à voter. Au total, il y avait 90 nominés pour cette deuxième édition des Awards du coupé décalé 2017. La fête du coupé décalé a démarré à l'espace Figayo à Yopougon avec la prestation de plusieurs artistes. Je vous ai eu, les filles, appelez-moi désormais. On va clôturer cette édition au Libéria. Dans la ferveur des derniers jours de la campagne pour la présidentielle, les militants de certains candidats investissent les rues de Monrovia, la capitale. Ces militants multiplient parades et caravanes pour démontrer la présence de leurs candidats. C'est également le lieu de tenir les rassemblements afin de délivrer les dernières consignes et séduire le plus grand électeur. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.